autour de la corruption. Donc, les formes et types de corruption, les causes de la corruption, les conséquences et l'impact de la corruption sur le processus de développement ont été entre autres thèmes développés au cours de cette conférence débat. Une conférence débat à laquelle le président de la République, le professeur Alpha Condé, a pris part, manière de prouver une fois encore son attachement à la lutte contre ce fléau. La rencontre est organisée par l'Association des jeunes acteurs pour le développement qui regroupe les 518 jeunes fonctionnaires engagés en février 2013 par le chef de l'État. Le professeur Alpha Condé confirmait ainsi sa politique de rajeunissement et de féminisation de l'administration guinéenne. Durant cette rencontre, les différents intervenants ont, après avoir remercié l'Association des jeunes acteurs pour le développement, rendu hommage au chef de l'État pour sa politique en faveur des jeunes. Des jeunes qui, à l'image de cette association, mesurent leurs responsabilités dans la lutte contre la corruption sous toutes ses formes. Dans cette démarche, le pays a enregistré des progrès, dont, entre autres, la loi organique relative aux lois de finances et les textes d'application, la loi sur la gouvernance des sociétés et établissements publics de l'État et la loi anticorruption, la création de la cellule nationale de traitement des informations financières, CENTIF, la mise en place de l'initiative pour la transparence des industries extractives, la mise en place du secrétariat général de la lutte contre la drogue et les crimes organisés. Au plan opérationnel, l'amélioration de la gestion des risques budgétaires liés aux établissements publics de l'État, l'opérationnalisation du compte unique du Trésor, une programmation budgétaire pluriannuelle qui s'appuie sur les cadres de budget et les dépenses à moyen terme, la mise en cohérence des plans de trésorerie et d'engagement budgétaire. C'est pourquoi d'ailleurs la présente rencontre a demandé l'implication de tous les citoyens dans la lutte contre la corruption. Pour le président de la République, le professeur Alpha Condé, la corruption est à tous les niveaux et pour gagner le pari de la lutte, tout le monde doit se sentir concerné. Je vous félicite d'avoir choisi comme thème le thème choisi par l'Union africaine. Vous savez, l'année dernière, on avait choisi comme thème investir dans la jeunesse. Cette année, nous avons choisi comme thème la lutte contre la corruption. Et nous avons désigné le président Buhari, président du Nigeria, comme champion. Parce que vous savez que pour les différents thèmes que nous adoptons maintenant, nous désignons un président qui va parler pour que l'Afrique parle toujours d'une seule voix. Ça veut dire que la corruption est un problème très complexe et très compliqué. D'abord, la première chose, c'est souvent les pyromanes qui se font pompiers. C'est-à-dire ceux qui ont le plus volé, qui sont les plus mauvais gestionnaires, qui parlent d'impunité, qui parlent de corruption. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est la complicité très souvent entre les différentes structures, particulièrement la fonction publique, le ministère des Finances, le ministère du Budget. Donc, pour lutter contre la corruption, en Afrique, ce n'est pas simple. Souvent, vous dites, oui, il y a la corruption partout. En Europe, il y a la corruption. Mais il y a une différence. La corruption dans les grands pays est conjoncturelle. C'est-à-dire, un ministre d'un de ces pays ne signe pas un contrat qui est totalement contraire aux intérêts de ce pays, même s'il y a une commission. Mais qu'est-ce qui se passe en Afrique? C'est que la corruption est structurelle. C'est-à-dire, le ministre qui signe un contrat, qu'est-ce qu'il fait? Vous proposez pour la route 10 milliards, l'autre propose 20 milliards. Et celui qui propose de faire la route à 10 milliards va lui dire, moi je te donne 100 millions. Celui qui veut faire la route à 20 milliards dit, moi je te donne 500 millions. Il va signer avec celui qui a proposé de faire 20 millions, parce que pour gagner 500 millions, il est prêt à faire perdre 10 milliards à son pays. Voilà un peu pourquoi j'ai toujours dit que la corruption en Afrique est structurelle. C'est-à-dire, celui qui signe est capable de faire perdre des milliards à son pays uniquement pour gagner 100 millions ou 200 millions de plus. Ensuite, en Guinée s'ajoute la faiblesse des ressources humaines.
Le grand problème que nous avons en Guinée, c'est la faiblesse des ressources humaines. La Première République a formé de très bons cadres, mais beaucoup sont partis. La Deuxième République a formé très peu de cadres. Regardez seulement. Et sans compter que ces cadres sont largement dépassés dans le monde d'aujourd'hui des nouvelles technologies. Si vous prenez les 100 fonctionnaires en Guinée, combien ça valait ces ordinateurs? On peut les compter sur les doigts. Comment voulez-vous informatiser la fonction publique quand ceux qui sont là ne savent pas manier l'ordinateur, l'informatique? En allant encore beaucoup plus loin, sur 10 fonctionnaires guinéens, combien parlent anglais? Sur 10. Voilà un certain nombre d'handicaps que nous avons en Guinée. En ajoutant aussi la sédentarisation. Les ministres sont là de ne pas vouloir changer les gens. Vous avez des fonctionnaires, surtout dans le domaine de la gestion, qui sont en place depuis 10 ou 20 ans. C'est-à-dire, ils ont vécu toute la période de corruption sous la Deuxième République, toute la période de corruption sous le CND et le régime militaire. Comment voulez-vous que ces gens-là gèrent autrement? Il y a un jeune cadre qui m'a beaucoup aidé. Il m'a fait la liste. Il y a quand même de très bons cadres en Guinée, très honnêtes, qui m'aident beaucoup. Je vais vous donner quelques cas. Lorsque nous avons voulu faire le recensement biométrique des fonctionnaires, il y a 4 fonctionnaires qui m'ont demandé rendez-vous. Je les ai reçus, je ne sais pas pourquoi. Ils ont dit, Président, si vous faites le recensement biométrique maintenant, vous ne compterez pas la vérité. Et pourquoi? Parce que tout le monde a triché. Quelle est la solution? Il faut prendre les 3 derniers recensements, c'est-à-dire, je ne sais pas quelle année, et vous comparez. À partir de là, vous saurez la vérité. Mais on vous dit la vérité, nous aussi on a triché. Parce que si M. le ministre Ousmane Condé, qui est né en 1950, dans le recensement de, je ne sais pas, 1968, dit maintenant qu'il est né en 1960, pourquoi moi qui suis né en 1954, je vais dire que je suis né en 1954, moi aussi je vais dire que je suis né en 1964. Voilà. Donc, en faisant le croisement, à l'insu d'ailleurs du ministre Sékou Kourouma, qui était ministre de la fonction publique, je ne l'ai rien dit. J'ai fait venir ces jeunes à la présidence, ils ont travaillé. On a sorti 4000 cas. Non seulement des gens qui ont changé d'âge, sans compter ceux qui ont changé de hiérarchie. Quelqu'un qui était C se retrouve à, on ne sait pas comment. Il y a aussi d'autres fonctionnaires du ministère des Finances qui m'ont fait un travail sur les fonctionnaires, les postes qu'ils occupent. Et quand vous regardez certains, c'est-à-dire si on regarde leur âge et date de recrutement, ils ont été recrutés quand ils avaient 4 ans ou 5 ans. Voilà un certain nombre de réalités dont nous avons hérité. Mais les gens oublient qu'on a hérité cela d'un système qui a duré pendant 20 ans et quelques. Alors on peut se demander pourquoi la Guinée n'a jamais eu le PPT, pourquoi la Guinée n'a jamais fini un programme avec le Fonds monétaire. Malheureusement, dans notre pays, c'est ceux qui ont mis le pays à terre hier qui aujourd'hui parlent de mauvaise gouvernance ou qui parlent de bonne gouvernance. Voilà un des paradoxes de ce pays. Mais aussi la jeunesse africaine aussi, il y a beaucoup de choses à dire. Parce que beaucoup de jeunes aujourd'hui sont pressés. Là où les aînés ont mis 10 ans pour avoir une maison, ils vont avoir la maison en 2 ans. Ça aussi, il faut se dire. C'est pas parce qu'on est jeune qu'on est sain. Il y a aussi des jeunes qui, dès qu'on les nomme, ils sont pressés de s'enrichir. Ensuite, lorsqu'on dit un ministre est bon, très souvent dans l'opinion, c'est quoi un ministre qui est bon? Parce qu'en Guinée, le vol, c'est en même temps la redistribution. Le ministre vole. Et vous voyez qu'à regarder avant, les gens passaient leur temps à défiler dans les ministères. Pourquoi? Parce que les ministres volontaires généraux volent, ils donnent aux gens. Parce que les gens Guinéens ont pris l'habitude de tendre la main. Donc souvent, un bon ministre, c'est celui qui vole et qui redistribue. C'est pourquoi j'ai dit que je vais écouter la majorité silencieuse pour savoir qu'est-ce qu'ils appellent un bon ministre. Est-ce que c'est celui qui gère bien ou bien c'est celui qui vole pour les donner? Voilà le fond du problème aussi qu'il faut poser quand on veut lutter contre la corruption en Guinée. Parce qu'on a habitué les gens à tendre la main. On vole, on distribue. Ah, le ministre France, Amérique Kima. Moi, je ne me demande pas où il a pris l'argent qu'il distribue. Où il a eu l'argent? Ce n'est pas son salaire. Les ministres, tes ministres là sont pingres. Ils ne donnent pas. Mais les autres ministres qui donnent, et c'est leur salaire. Voilà, donc la corruption même a gangréné même la population, c'est-à-dire a créé une certaine mentalité d'assister dans la population, qui fait que les gens privilégient la mendicité au travail. Parce que la mendicité rapporte plus que le travail. Voilà un peu le tableau de la Guinée que nous avons trouvé. Donc, la lutte contre la corruption n'est pas facile. D'abord, il y a les structures.
Comment ça se fait que le fichier de la fonction publique est différent du fichier du ministère des Finances? Alors que ça ne doit pas être différent. Comment? Comment ça se fait qu'il n'y a pas de liaison informatique entre la douane, la banque centrale et autres, etc. Alors, comment on peut contrôler le directeur général des douanes? J'ai dit aux douaniers ici, dernièrement, que très souvent, en Afrique, c'est les douaniers qui avaient les plus belles maisons. Parce que c'est les douaniers qui étaient au centre de la corruption. Ça aussi, c'est la vérité, monsieur mon général. Donc, si nous voulons lutter contre la corruption, la première chose fondamentale d'abord, c'est d'informatiser, de ne pas permettre qu'il y ait des magouilles. Parce que très souvent, vous avez des fonctionnaires fictifs. Quand on devait faire le système biométrique, beaucoup de fonctionnaires étaient dehors, mais ils touchaient leur salaire. Leur ami touchait le salaire, ils gardaient 30% pour lui, ils l'envoyaient. Donc, nous avons dit au chef de service, quiconque est en dehors de la Guinée, qui rentre maintenant pour faire recenser, c'est le chef de service qui va partir. Donc, il faut d'abord, pour lutter contre la corruption, aussi lutter contre la vision des populations qui consiste à tendre la main. C'est-à-dire qu'on pense que quand quelqu'un est ministre, il doit distribuer. Alors que quand il est ministre, il a son salaire. Pour qu'il distribue, il faut qu'il détourne. Donc, il y a ça d'abord, c'est-à-dire amener les populations à ne pas juger qu'un ministre est bon, pas parce qu'il gère bien, mais parce qu'il distribue. La deuxième chose, c'est l'équilibre ethnique. Quand on doit nommer les gens, on ne se demande pas qui est compétent, qui n'est pas compétent. Il y a combien de Malinqués, il y a combien de Peuls, il y a combien de Sous, il y a combien de forestiers. Donc, même si un gars est incompétent, il faut le nommer parce qu'il est forestier, parce qu'il est Malinqué, parce qu'il est Peuls, parce qu'il est Sous. Et un jour, j'ai dit à un grand imam, quand il m'a félicité d'avoir nommé quelqu'un, j'ai dit, je serais heureux qu'un jour, et là, tu me dises, je te félicite parce que tu as nommé un bon cadre, un cadre compétent, l'homme qui faut la place qu'il faut. Malheureusement, les nominations aussi sont viciées par cet arithmétique qui s'agit de savoir il y a combien de Peuls, combien de Malinqués, combien de forestiers. On ne se demande pas qui est compétent, qui n'est pas compétent. Quand on voit le gouvernement, il y a combien de Sous, il y a combien de Peuls, il y a combien de Malinqués, on ne demande pas, est-ce que c'est des gens compétents? Voilà encore un autre problème. Et ces cadres, dès qu'on doit les toucher, ils vont amener leur ethnie, il est contre nous, il est contre nous. Il ne dit pas pourquoi on l'enlève. Il masque cet arbre pour qu'on l'enlève, il va chercher la solidarité de son ethnie, aller voir les gens pour dire, ah voilà, on m'a enlevé parce qu'il est contre les Sous, on m'a enlevé parce qu'il est contre les Malinqués. Ou bien les Malinqués disent, ah c'est nous qui sommes battus, mais voilà, ils ne nous n'ont pas. Tout ça qui fait qu'il est une lutte contre la corruption. Et ceux qui parlent le plus contre la corruption sont les plus corrompus. Parce qu'ils critiquent les ministres, mais quand on les met, ils font pire. Ils font pire. Et aujourd'hui, avant je lisais les SMS et les choses, maintenant je ne lis plus. Les gens qui téléphonent, je fasse tout. Parce que 90% c'est des mensonges, des mensonges, des mensonges. Et des gens qui sont téléguidés. Quand on pense que je vais nommer tel premier ministre, il y a combien de SMS qu'on m'envoie? Président, si tu le nommes, on va descendre dans la rue. Après, quand je vais appeler la personne, il n'y a plus personne au bout, parce qu'il a pris une puce, il a téléphoné, il a jeté la puce, parce qu'il est manipulé par d'autres qui veulent le poste. Alors, ce n'est plus la peine de m'envoyer des SMS, parce que je ne les lis pas. Le dernier cas, lorsque il y a eu des événements à Touba, que j'ai sanctionné le ministre de la Sécurité, le secrétaire général, quelqu'un m'a envoyé un SMS, président, tu as laissé le plus coupable, le préfet de Gawal. J'ai dit, ah bon? Mais comme je sais toujours qui n'a pas fait d'enquête n'a pas droit à la parole, je ne me suis pas pressé. J'ai dit, moi j'ai fait des enquêtes. 2 jours après, il m'a envoyé un SMS, président, je vais être préfet de Gawal. Alors, vous voyez. Donc, aujourd'hui, il y a des gens qui m'envoient des SMS, des lettres contre telle personne, il est ceci, de cela. Bon, je ne lis pas. Parce que c'est ceux qui veulent le poste qui distribuent des puces à des gens qui appellent. Mais quand tu veux demander à la personne, il n'y a personne au bout. Alors ne vous fatiguez pas de donner des puces aux gens pour qu'ils m'appellent quand j'ai des SMS. Ça ne sert à rien, je ne lis pas et ce n'est pas mon problème. Bon, on me dit aussi, il y a un jeune qui m'a envoyé, c'est le président vraiment, les bœufs et les moutons vont porter plainte contre toi, les bœufs et les moutons sont devenus trop chers. Mais ne perdez pas votre temps. Si c'est le marabout qui devait faire un président, moi je ne serai jamais président en Guinée. J'ai quitté la France quand j'avais 50 ans. Quel marabout a travaillé pour moi? Alors vous perdez votre temps. Vous pouvez aller voir, c'est le plus grand marabout, ça ne me fera pas bouger d'un décret. Parce que je ne vois pas, j'ai vécu toute ma vie sans que les marabouts aient quelque chose.
Je suis musulman, je crois en Dieu. Ce que Dieu demande, c'est de faire des sacrifices pour les pauvres, pas de faire du maraboutage. Donc tous sont des maraboutages, ils perdent leur temps. Hein? Vous pouvez mettre des choses de poulet sur mon chemin ou tout ce que vous voulez. Donc, la corruption est un grand problème pour l'Afrique. Si je vais en Guinée, j'ai dit au ministre du Budget qu'il y a au moins un tiers des recettes qui ne rentrent pas. Au moins, si on est gentil, un tiers qui ne rentre pas. Alors que si c'était bien géré, on a suffisamment de recettes. Je prends par exemple, aujourd'hui Conakry. Vous avez des immeubles partout maintenant. En 5 ans, il y a des immeubles partout. Mais quel est le revenu de l'impôt foncier? Tous les gens là qui ont construit des immeubles qui louent en dollars, qu'est-ce qu'ils payent comme impôt? Bien sûr, le ministre du Budget a mis en place une enquête, mais je n'ai pas confiance. Donc j'ai demandé à Kiboro et d'autres, je mets en place une brigade des gens qui ne sont pas des impôts et qui vont passer. Nous allons faire aussi le recensement des maisons pour savoir telle maison appartient à qui, ou c'est le surplus des résultats. Beaucoup de belles maisons appartiennent à des fonctionnaires. Ils ont pris l'argent là où? Ceux qui crient la corruption, corruption. Ils ont pris l'argent où pour construire ces maisons? Alors comment voulez-vous que les fonctionnaires puissent nous aider à identifier les maisons pour payer l'impôt foncier quand eux-mêmes sont propriétaires de ces maisons? Comment voulez-vous qu'ils nous aident? Donc je confie à un service de lutte contre la drogue et qui ont fait leurs preuves et qui vont nous montrer quelles sont ces maisons. Ils vont aller immeuble par immeuble, appartement par appartement. Et j'ai dit, le locataire qui est complice, qui ne dit pas je paye tant, il sera condamné comme le propriétaire parce qu'il est complice. S'il paye 2000 d'abord, on a interdit que ça soit payé en dollars. On a fermé les yeux à un moment donné parce qu'il n'y avait pas assez de maisons, de bureaux. Maintenant, il y en a beaucoup. Donc on ne permettra plus que ça soit payé en dollars. Et chaque locataire doit dire combien il paye. Et nous allons faire maison par maison. L'autre chose, c'est les détournements. Je prends le cas de EDG. Mais on a, pour une population de 12 millions d'habitants, on n'a que 250 000 abonnés. Comment on peut avoir seulement 250 000 abonnés? Et malgré ça, vous avez beaucoup de cadres de EDG qui vont te voir, bon, écoutez, M. Traoré, bon, parce que les Traoré, comme ici, ils ont volé, donc ils vont avoir un Traoré, monsieur le recteur, pour dire, bon, ta facture c'est 1 million, bon, moi tu me donnes 100 000 francs et j'annule ta facture. Bon, il donne 100 000 francs, tu ne payes pas. Et tout ça, on est en train de régler. Ensuite, tout le monde veut le courant en Guinée, mais personne ne peut payer. Il y a combien de branchements clandestins? Hein? Combien de complicité? J'ai dit aussi aux hommes d'affaires, si vous voulez la bonne gestion, il faut dénoncer. Si un fonctionnaire vous demande de l'argent, il faut dire tel fonctionnaire va demander de l'argent. Parce que souvent, il n'y a pas de corrompu sans corrupteur. Il faut que les deux aillent ensemble. S'il n'y a pas de corrupteur, il n'y a pas de corrompu. Et s'il n'y a pas de corrompu, il n'y a pas de corrupteur. Donc, on fait le pari sur les jeunes et les femmes. Mais, si ce pari, je peux aller à 98% pour les femmes, mais ce n'est pas sûr pour les jeunes. Parce que certains jeunes aussi sont pressés. Pourquoi les femmes? La femme n'aime pas la honte. Elle n'aime pas... et puis, elle a des soucis. Parce que c'est elle qui a les enfants à la maison. Donc, elle a plus de soucis que de la gestion d'un pays. J'espère. En tout cas, les DAF, les jeunes DAF, ont montré qu'on peut leur faire confiance. Mais ce que je leur demande, de n'avoir peur de personne. D'abord, c'est pas, on va changer de nomination, de suite de nomination des cadres. Il ne faut pas que vous soyez menacés par qui, ni le ministre, le directeur général, faites votre travail. Parce que la fonction publique, les règles des finances publiques sont claires. On paye après service fait, ou bien après marchandises livrées. Malheureusement, il y a confusion entre deux postes. Celui qui est chargé du contrôle a priori pour vérifier avant que ça n'arrive au DAF, est-ce que la marchandise a été livrée, est-ce que le service a été fait. Mais souvent, il se comporte comme s'il était le DAF. Et ensuite, il y a des problèmes entre les DAF et les chefs de division. Parce que souvent, ils sont au même niveau. Alors qu'un DAF ne peut pas payer. Un DAF, ce n'est pas un comptable d'une société privée.
Un comptable, le directeur vous donne l'ordre, vous payez. Mais un DAF ne doit pas payer si effectivement il n'a pas vérifié si la marchandise qu'on paye a été livrée effectivement. Ou bien si le travail pour lequel on paye a été fait. Le DAF ne paye que lorsqu'il y a ces pièces effectives. Mais si le DAF fait correctement son travail, même le ministre, il lui sera difficile de détourner. Parce que le DAF ne payera pas. Qu'est-ce qui se passe dans les ministères? On se met d'accord avec les fournisseurs, on commande, le fournisseur ne fournit pas, on paye. Et quand vous allez voir, il n'y a pas de fourniture. L'autre gaspillage, c'est les achats constants. Chaque année, on va rénover les voitures. Quand un ministre vient dans un bureau, ah non, il faut changer tous les meubles. Comme si les meubles qui sont là, comme s'il y avait des fétiches, celui qui était là avant, il va avoir ses fétiches. Non, il y a ce gaspillage constant. Tous les ans, vous avez budget d'achat. Hein? Les achats. Donc pourquoi? Lorsque nous avons centralisé maintenant les achats des véhicules, on a fait une économie de plus de 30%, même 40%. Parce que désormais, les ministères ne commandent pas. On commande, les véhicules sont là, s'ils veulent, le ministère paye. Et on a fait, le directeur général des douanes est là. Quand on a fait ça, ils ont eu une économie de 40%. Donc, il y a les structures d'abord à changer, informatiser, rajeunir, féminiser et avoir réellement des cadres compétents. Parce que notre grand problème, c'est notre faiblesse au point des ressources humaines. On n'a pas beaucoup de ressources humaines. On a de très bons cadres, mais aujourd'hui, ils sont vieux, ils sont à la retraite. Moi, je suis très fier d'avoir Senlou, qu'on appelle Koto Senlou comme conseiller, d'avoir Nassirou comme conseiller, etc. Parce que c'est des cadres très bien formés. Malheureusement, ils sont descendants aujourd'hui. Est-ce qu'on peut faire le pari de la jeunesse guinéenne? C'est un grand point d'interrogation. Pour le moment, nous pouvons dire que pour les DAF, pour l'essentiel, ne m'ont pas déçu. Mais le contrôle financier, le contrôle financier, c'est quoi? C'est un contrôle a priori et a posteriori. Ce n'est pas de substituer au DAF. Le contrôle financier doit avoir, est-ce que le contrat a été passé correctement? Et ensuite, vérifier, avant que le DAF ne paye, vérifier si la marchandise a été livrée ou le travail fait. Mais le contrôle financier ne fait pas son travail. Et très souvent, je vois, il joue le rôle du DAF, alors qu'il n'a pas à se mêler du paiement. Son rôle, c'est de faire un contrôle a priori, a posteriori, mais se mêle du paiement. Et ensuite, il y a souvent le comptable qui peut être complice du ministre et n'obéit pas au DAF. Parce qu'ils sont tous au même niveau. Donc il faut qu'on change, que le DAF soit vraiment le patron des questions de paiement dans le ministère et sans aucune interférence, ni en haut, ni en bas. Aussi, très souvent, les ministres laissent des gens qui sont nommés par décret et vont prendre des gens qu'ils veulent comme assistants qui sont à leur service. Et ce sont ces assistants qui font le travail des ministres nommés, des cadres nommés par décret. Mais ça aussi, c'est fini. Quiconque n'est pas prévu dans le budget ne sera pas payé sur l'argent de l'État. Si un ministre prend un assistant, il paiera de sa poche. Si ça n'est pas vu par le gouvernement. Parce que je ne vais pas nommer des cadres et qu'on laisse ces cadres qui sont nommés par décret, que d'autres personnes fassent leur travail à leur place parce qu'ils sont complaisants à l'égard du ministre. Voilà un certain nombre de tares qui gangrènent notre administration. Mais aussi notre peuple. Parce qu'on a habitué pendant notre peuple, pendant des années, à être des assistés. Mais alors que les femmes guinéennes montrent qu'elles sont capables. Regardez Avaria, les femmes qui vendent des piments et toutes choses, elles n'ont pas grand-chose. Mais avec la MIFA, elles ont pu cotiser 300 millions. Elles ont pu cotiser. Et je suis très heureux de voir que la MIFA n'a pas été déçue. Guy Fonjo, le PDG de Afinan Bank, a reconnu que les femmes remboursent plus que les hommes d'affaires dans les grandes banques. Les femmes remboursent à 86%. Donc, les femmes guinéennes ont montré qu'on doit les accompagner. Je ne suis pas très sûr, M. Nabé, député, que ce soit exactement vrai pour les CMD2. Est-ce que les jeunes remboursent à ce niveau-là? Je n'en suis pas sûr.
Donc avant de parler jeunes, il faut voir d'abord si les choses que créées, si vous remboursez comme les femmes. En disant il faut faire avec nous comme les femmes, est-ce que vous êtes comme les femmes? Est-ce que vous remboursez comme les femmes? Ou bien, parce que qu'est-ce qu'il y a en Guinée? Très souvent, les gens confondent chiffre d'affaires et bénéfice. Voilà un autre problème que nous avons avec nos hommes d'affaires. Dès qu'ils ont un contrat, ils confondent le chiffre d'affaires d'1 milliard, ils pensent qu'il a 1 milliard de bénéfices. Donc ils se mettent à distribuer 10 millions là, 20 millions là aux fonctionnaires, et à la fin, il ne peut plus faire son travail. Parce que le chiffre d'affaires c'est une chose, le bénéfice c'est autre chose. Or, très souvent, nos hommes d'affaires, surtout les Traoré de Djibaté, les shérifs là, ils confondent le chiffre d'affaires. Donc, nous avons aujourd'hui la loi contre la corruption. Et j'ai prévenu tout le monde. Je ne serai complice de personne. J'ai été gentil pour qu'on ne m'accuse pas de chasse aux sorcières. Sinon, personne ne parlerait de l'affaire Bolero aujourd'hui. Mais je suis très heureux que certains aient demandé des commissions d'enquête, parce que s'ils avaient demandé à leur chef, ils n'auraient pas demandé. Parce que nous allons voir comment le jetement qui devait être éliminé même au départ a pu non seulement être évalué, mais avoir le contrat. Maintenant, je ne protège personne. Tous les gens qui sont dedans, je ne veux plus qu'on garde le nom de la Guinée. Tous les gens qui sont dedans vont s'expliquer. Surtout, on a mis une commission en place. Lorsqu'on a été condamné à Abidjan, nous avons mis une commission en place qui nous a permis de travailler et on a gagné l'arbitrage à Paris. Mais je n'ai pas voulu publier les résultats. Maintenant, on va publier. Et vous allez voir quels sont les gens qui étaient à la base de ce contrat avec le jetement international et qui crient aujourd'hui. Désormais, tout va être clair. Tous les gens qui se sont accaparés des biens de l'État, parce que nous avons eu l'accord avec les Français, et tous les biens qui appartenaient aux Français sont devenus à l'État. Mais ces biens sont accaparés aujourd'hui par des gens et qui se pavanent. Tous ces biens-là, on va les récupérer. On a convoqué chacun. Je demande au partenaire de convoquer chacun et de dire comment il a eu. Aussi des gens qui font des baux alors qu'ils n'ont pas le pouvoir. Un préfet n'a pas le pouvoir de vendre un terrain. Tout ça, on va mettre de l'ordre. Parce que la corruption, ce n'est pas seulement de détruire des fonds publics. J'ai été un peu naïf, parce que je n'ai jamais géré en Guinée, donc j'ai été naïf. J'ai fait l'unité de caisse. Pour moi, j'avais tout sauvegardé. Tout l'argent allait à la Banque centrale. Mais, c'est que je ne connaissais pas les cas de Guinée. Donc, en 2015, après le nouveau gouvernement, j'ai dit, il n'y aura plus d'avenant dans ce pays. Sauf cas de force majeure. Si un homme d'affaires signe à tel prix, il fera ce prix-là. Il n'y aura pas d'avenant. Sauf cas de force majeure. Le problème de la corruption, ce n'est pas seulement la mauvaise gouvernance, l'opposition ou la parce que beaucoup ont géré ensemble. C'est comme si je tiens, tu me tiens. Comment tu peux dénoncer tel quand toi-même tu as volé avec lui? Voilà tout ce qui complique les choses en Guinée. Ce n'est pas très facile. Mais la corruption gangrène les pays africains. On perd beaucoup d'argent. L'argent qui sort est plus important que l'aide qu'on nous apporte. Si l'argent restait en Afrique, on n'aurait pas eu besoin d'aide extérieure. Donc il est extrêmement important de lutter contre la corruption, d'améliorer la gestion. Mais cela suppose qu'on change de structure. Mais ensuite, que les structures soient telles qui s'empêchent les gens d'agir. Parce que ce n'est pas celui qui crie sur le nom ministre, il fera pire que l'autre. Donc il faut qu'il y ait une informatisation telle qu'ils ne puissent plus manipuler. Vous avez des gens qui touchent les salaires des autres. Pourquoi? Parce que la liste des salariés qui sont en fonction publique est différente de ce qui est aux finances. Alors que si c'est informatisé, ce n'est pas possible. On ne peut pas payer quelqu'un qui n'existe pas sur la même liste. Comment on peut avoir des listes différentes, si c'est différent? Et ensuite, quelqu'un ne peut pas être resté 20 ans, 30 ans sur place. J'ai fait pour tous les ministères le point sur les gens, en quelle année ils ont recruté, combien de temps ils sont restés en poste. Tout ça, on va changer. Un receveur qui est là depuis 25 ans, comment voulez-vous qu'il soit honnête? Quand il a volé avec la Deuxième République, et on sait la gestion des militaires, comment voulez-vous que celui-là puisse changer brusquement? Il faut du temps, un rajeunissement et une éducation. Et ça, c'est pas en 1 an, 2 ans, 3 ans. Alors, mais quand les gens qui ont géré parlent, ça m'amuse. Ils ont été incapables d'avoir le PVTE. Nous,
Bien qu'ils aient mis les enfants dans la rue en 2011-2012 pour qu'on ne puisse pas travailler, on a eu le PPT. Et pourquoi j'ai eu du mal à m'entendre avec le Fonds monétaire? Quand je suis devenu président, le déficit était de 12%. Ils m'ont dit il faut descendre à 2%. C'est-à-dire, en 2010, le déficit était de 12%. Et en 2011, moi, je devais descendre à 2%. Le taux d'inflation était à 20 et quelques, etc. Donc, ils ont exigé des conditions. Eux-mêmes, ils croyaient qu'on n'allait pas réussir. Mais pire, lorsque j'ai mis une pénalité sur Rio Tinto, parce que Rio Tinto avait vendu à Chinalco sans l'accord de la Guinée, je les ai obligés à me payer 700 millions de dollars de pénalité. Dès qu'on m'a payé les 700 millions, le Banque Fonds a dit, ah maintenant, il a d'argent. Donc les 30 millions qu'ils devaient payer, ils n'ont pas payé. Et ils ont même dit, ah, ils ont déjà dépensé l'argent. Je n'ai rien dit. Quand ils sont venus, j'ai dit, bon voilà, voilà les 700 millions dans telle banque. Voilà, il n'y a pas $1 de moins. Mais je vais vous dire, que vous voulez ou pas, je vais payer 25% au lieu de 15% à Sylvain pour faire le barrage de Caleta, que vous voulez ou pas, je vais le faire. Deuxièmement, je vais acheter des centrales de 100 MW. Ça, c'est pas discutable. Maintenant, ok, le reste maintenant, c'est le Fonds monétaire qui décidait comment j'allais dépenser. On mettait l'argent dans la banque, il dit en 2011, vous pouvez dépenser ça, en 2012, voilà comment c'est dangereux quand vous êtes dans un système de PPT, c'est-à-dire le programme PPT, parce que vous êtes esclave. Malgré qu'on ait mis les enfants dans la rue, nous avons réussi en 2 ans avant le PPT et avant l'annulation des 2 tiers de notre dette. Alors que la Guinée n'a jamais terminé. Ils sont là, les ministres, hein. Beaucoup de gens sont ils étaient ministres avant moi. Ils sont là. Ils ont été ministres des Finances. Ils n'ont jamais pu finir un programme avec le Fonds monétaire. C'est la première fois qu'on a fini un programme avec le Fonds monétaire. Malheureusement, après ça, il y a eu l'Ebola. Pendant 2 ans, tout le monde sait ce que l'Ebola a fait à notre économie. Donc, on peut dire 2 ans d'Ebola, 2 ans de pagaille. Et ça ne nous a pas empêché de travailler. C'est pourquoi je dis toujours, les gens n'ont qu'à mettre les gens dans la rue, faire ce qu'ils veulent, la Guinée va avancer. Sinon, on n'aurait pas eu le PPT, ils ont mis les gens dans la rue 2011-2012. Ça ne nous a pas empêché d'avancer. Donc, sur les 7 ans, on n'a même pas eu 3 ans pour travailler. Mais je suis fier aujourd'hui parce que ce qu'on a fait en 5 ans, la Guinée n'a pas fait en 50 ans. Mais nous en sommes en train de montrer. Parce qu'évidemment, comme on ne communiquait pas, chacun était libre de ce qu'il veut. Aujourd'hui, le peuple est en train de se rendre compte de ce qui a été fait en Guinée. Et je crois que beaucoup de gens sont en train de se taire parce que quand tu parles de mauvaise gouvernance, quand on sait ce que tu as fait à ton passage, quand je suis venu, il n'y avait pas de société. De 1927 à 2010, la Guinée avait 110 mégawatts. C'est tout. Le barrage 110. De 1927, quand les Blancs ont commencé, en 2010. En 4 ans, on a fait Caleta qui fait 245 mégawatts, c'est-à-dire plus du double de ce qu'on avait avant. Et d'ici 2020, on aura fait 1000 mégawatts. Donc en 10 ans, on aura fait 1000 mégawatts. Là où la Guinée, en plus de, ça c'est 100 ans, n'a pas fait plus de 110 mégawatts. Voilà les réalités. On ne parle pas des routes, on ne parle pas de l'agriculture, etc., etc. Donc, le défaut du gouvernement, c'est qu'il ne communiquait pas. Parce que comme disent les militaires, il suffit de bien faire, faut-il bien le faire savoir. Sur tous ces handicaps-là, je suis responsable, nous allons les soigner. Et j'encourage les jeunes à prendre leurs responsabilités, à ne pas être pressés. Si vous êtes pressé d'avoir une belle voiture, d'avoir une maison, vous n'allez pas être des bons gestionnaires. Or, quand le pays avance, tout le monde en profite. Quand il y a le courant, c'est pour tout le monde. Quand il y a l'eau, c'est pour tout le monde. Quand il y a l'eau, c'est pour tout le monde. Il ne sert à rien d'être riche dans un environnement pauvre, parce que vous aurez beaucoup de problèmes. Vaut mieux donc que faire avancer tout le monde, parce que tout ce qui est investissement public aux sociaux profite à tout le monde. Et aujourd'hui, l'Afrique peut être l'avenir du monde si réellement nos jeunes prennent le destin du pays en main. C'est-à-dire, s'ils se fondent et s'ils sont studieux. Parce que le défaut des Africains, ils ne sont pas besogneux. D'abord, on va sortir avec un Français de l'université, ils sont au même niveau. 10 ans après, le Français a 10 longueurs sur lui, parce que lui,
il va lire tout ce qui est publié, il va à la bibliothèque. Lui, une fois qu'il est sorti, c'est fini. Comment il peut savoir comment sa fonction a évolué quand il ne lit pas? Aujourd'hui, le monde se transforme rapidement, donc il faut être tout le temps à l'heure du jour. Hein? Si Awada sort comme médecin, comme un autre, il ne lit jamais, il ne va jamais à la bibliothèque, il ne lit jamais, ce n'est pas de nouvelles recettes, mais l'autre va être son professeur. C'est ça aussi un de nos problèmes. Les gens ne lisent pas, ils ne se forment pas, ils n'essaient pas de voir comment la société évolue pour s'adapter. Alors que le blanc est très besogneux, il fait tout pour s'adapter. Donc il ne faut pas que les gens croient que parce que tu as un certain niveau, c'est fini. Tu dois te remettre constamment en cause. Dans ton secteur, qu'est-ce qui a évolué? Comment tu peux te perfectionner davantage? Aller en bibliothèque, faire des stages, etc. Ça, c'est important. Parce qu'avec l'évolution et le changement, l'évolution technologique qui fait que le monde avance vite, il faut s'adapter. Mais la chance que nous avons, c'est que la 4e révolution industrielle, si on la maîtrise, va nous permettre de rattraper notre retard et nous permettre d'arriver rapidement au niveau des grands pays. Donc vous avez cette chance-là aujourd'hui, que si vous maîtrisez les nouvelles technologies, bien sûr, vous pouvez transformer votre pays et ne plus envier des autres. C'est pourquoi nous disons que l'Afrique est l'avenir du monde. Nous avons l'essentiel des matières premières. C'est nous qui avons le plus d'eau, hein, le plus d'énergie, etc. Le plus de matières premières, le plus de pétrole. Si nous gérons bien, nous n'avons pas besoin d'aide. Nous avons besoin de coopération, de partenariat. On n'est pas des mendiants. Si nous gérons bien, nous n'aurons pas besoin de mendier. Mais faudrait-il qu'on gère bien et qu'on n'ait pas de complexe. Très souvent, on a le complexe de l'Europe, l'européocentrisme. C'est-à-dire tout ce qui est fait en Europe est bien. Tout ce qui est fait chez nous. On n'a pas la fierté de ce que nous sommes. Très souvent, on pense qu'un blanc peut faire mieux qu'un noir. Moi, tous les conseils que j'ai, c'est les Africains. Parce qu'il y a des Africains qui sont plus compétents, aussi comme ceux plus compétents. Vous voulez aller prendre un conseil américain ou français, alors qu'il y a des Africains qui sont bien. Et aujourd'hui, je suis très heureux de les avoir, parce qu'ils nous aident beaucoup à avancer. Et nous avons des faiblesses dans le domaine de l'étude des projets. Et les Africains sont en train de nous aider. Nous avons des faiblesses dans le domaine de montage des dossiers, des appels d'offres, et particulièrement au niveau des routes. Mais nous sommes en train d'avoir des gens qui nous aident, des Africains, pour que nos appels d'offres soient mieux présentés. Il faut faire confiance aux Africains. Nous avons des Africains capables, compétents, qui n'ont rien à envier aux Américains ou aux Français. Mais si on pense que c'est seulement les Américains et les Français, les choses qui peuvent avancer, évidemment, on ne va pas les utiliser. Et aussi, il ne faut pas que les jeunes tombent dans des défauts des anciens, le nationalisme étroit. Il faut être nationaliste et aimer son pays, mais pas être nationalisme étroit. Or, en Guinée, ce qui dominait, c'est le nationalisme étroit. Donc, il faut accepter que s'il y a des Ivoiriens ou des Sénégalais qui connaissent mieux que toi, s'ils viennent, tu te mets à l'école, tu apprends près d'eux. Non pas dire, ah, c'est un Ivoirien, c'est un Sénégalais. Non. Il faut au contraire profiter de sa connaissance pour t'améliorer. Et non pas de combattre. C'est ça le nationalisme étroit. Un nationaliste, c'est celui qui aime son pays et qui fait en sorte que son pays, comparé aux autres pays, soit considéré comme meilleur. Mais pas celui qui s'enferme et qui pense qu'il est le meilleur. C'est ça le problème des Guinéens aussi. Ils pensent qu'ils sont les plus intelligents, que la Guinée c'est le plus grand pays, etc. Et ils ont cette prétention-là que très souvent c'est le vide. Voilà. Donc, les jeunes aussi doivent éviter de tomber dans ce travers qui a été celui de vos années. Quand vous avez des cadres d'autres pays qui viennent, ils sont plus expérimentés que vous, mettez-vous à leur côté, essayez de tirer le maximum d'eux pour que vous soyez encore meilleurs. Mais si vous dites non, c'est un Ivoirien, non, c'est un Sénégalais, non, c'est un Malien, évidemment, vous ne progresserez pas. Donc je suis heureux que vous ayez choisi comme thème le thème de la corruption. Et j'espère que ça veut dire que les 518 vont être un modèle de gestion, un modèle de lutte contre la corruption. Pas dans la bouche, mais, M. Traoré, dans la pratique réelle. Pour les jeunes femmes qui sont avec vous, je ne doute pas. Parce que les femmes en Guinée gèrent bien, sont honnêtes. N'est-ce pas, ma nièce au port? Regardez comment le port a évolué. Je vous dis, n'ayez peur de personne. Les décrets, c'est moi qui signe. Aucun ministre ne peut vous menacer de vous enlever, il ne peut pas. C'est moi qui signe les décrets.
Et si on veut enlever quelqu'un, il faut qu'on me donne des preuves. Ça ne veut pas me dire enlever. Si vous voulez enlever quelqu'un, il faut me donner des arguments, des preuves. Que je dis toujours qui n'a pas fait d'enquête n'a pas droit à la parole. Je fais toujours des enquêtes. Parce que la Guinée est un pays de mensonges, de manipulation. Donc, quand un fonctionnaire n'obéit pas, on dit que les mauvais mandats n'obéissent. Non. Faites votre travail, n'ayez peur de personne. Faites votre travail en votre âme consciente dans l'intérêt de la Guinée. N'acceptez pas de payer quand ce n'est pas correct, quand les conditions ne sont pas remplies. Quand on dit qu'il y a une voiture qui a été achetée, payée, vérifiez si la voiture est là. Si on dit qu'il faut payer le bâtiment qui a été vérifié si le bâtiment est là, sinon vous refusez de payer, c'est ça les finances publiques. J'étais professeur des finances publiques, je sais de quoi je parle. Donc, quand ce n'est pas fait, personne, le DAF n'obéit pas au ministre. Il n'aurait pas de ministre. De son ministre là où il ne dirait pas, il est de finances. Donc, il n'a pas de compte à rendre au ministre dans sa gestion. Il n'a que de compte à rendre qu'aux règles de fonctionnement des finances publiques. Sa seule table de loi, c'est la gestion des finances publiques, qui est très claire. Ce n'est pas un comptable. Un comptable obéit à son patron. Le DAF, non. Le DAF obéit aux règles des finances publiques. Si ces règles ne sont pas remplies, il refuse. N'ayez pas peur de refuser. Personne ne vous touchera, personne ne vous fera du mal, personne ne vous menacera. À condition que vous aussi, vous fassiez une bonne gestion. À condition que vous aussi, vous ne soyez pas. Alors, j'avais souhaité rencontrer les DAF. Je vais vous rencontrer, discuter avec les DAF pour échanger avec vous et voir vos préoccupations. Moi, comment vous pouvez être mieux géré. Parce qu'il y a souvent des problèmes à trouver le comptable. Parce que vous êtes tous au même niveau, au niveau de la fonction publique. Donc il faut qu'on change pour que vous ayez beaucoup plus d'autorité. Mais on va d'abord faire des enquêtes sur tous les DAF. Parce que ça ne veut pas dire que tous les 518 ont été corrects. À votre décharge, il n'y a plus de bons grains que de mauvais grains. Il y a quand même de mauvais grains. Mais l'avantage, c'est qu'il y a plus de bons grains que de mauvais grains. Alors faites en sorte de ne pas être complice aussi des mauvais grains. Parce que vous ne devez pas être complice ici entre vous. Vous devez aussi avoir le courage de dire à la tête que si tu fais comme ça, non, on va te dénoncer. On ne peut pas accepter. Voilà. Donc, féminiser et rajeunir est une nécessité parce que la Guinée n'a pas de ressources humaines. C'est une obligation pour nous aujourd'hui d'informatiser l'administration. Une des meilleures façons de combattre la corruption, c'est l'informatisation. Mais vous ne pouvez pas informatiser si celui qui est là ne sait pas, travailler sur l'informatique. Et surtout, que les syndicats ont profité de la faiblesse du gouvernement vers la fin des années 2000 pour faire passer l'âge de la retraite de 60 à 65 ans dans un pays où 70% de la population a moins de 30 ans. Donc, et en plus, lorsque quelqu'un a 40 ans ou 30 ans de service, il va à la retraite. Non, même s'il a 40 ans de service, il n'a pas 65 ans, il ne va pas avoir la retraite. Voilà un peu aussi le piège du syndicat que les syndicats ont entendu. Parce qu'à un moment donné, les syndicats se réveillent dans l'État, ils ont profité de la faiblesse de l'État. Et vous voyez aujourd'hui ce qui se passe avec les enseignants. Ensuite, les universités privées. Les ministres venaient chacun, dès qu'il est ministre de l'éducation, et créer son école privée. Et surtout quoi? Où l'essentiel allait là-bas. Les écoles, ils donnent en contrôle continu 15, 16, et le gars, quand il a 8, il est admis. La Guinée était le seul pays où on pouvait avoir le bac avec 8. Et ça permettait de peupler les universités privées en complicité avec ceux de l'enseignement de l'université publique, sinon ce n'est pas possible. Aujourd'hui, personne ne peut avoir le bac s'il n'a pas 10. Et nous sommes en train de faire justement d'université publique. Il n'y a pas seulement que Conakry, vous allez voir l'université de l'Abbé et autres, etc. Voilà donc pourquoi j'ai dit que notre enseignement est malade. Je l'ai dit il y a 2 ans. Et nous allons faire les états généraux de l'enseignement parce que la base du développement d'un pays, c'est d'abord l'enseignement, l'éducation. Si les gens ne sont pas bien formés, ce n'est pas possible que le pays aille de l'avant. Donc il faut que les gens soient bien formés pour qu'ils soient capables et qu'ils maîtrisent sur les nouvelles technologies. Il faut avoir le courage. Donc on ne sera plus impressionné ni pris en otage par les syndicats. Et la Banque mondiale devait voter, on avait une subvention budgétaire de 60 millions de dollars qu'on devait donner depuis l'année dernière, ça devait passer en mars, à cause de l'augmentation de 40%, la Banque mondiale n'a pas fait. Ce n'était pas seulement la grève, c'était une tentative de coup d'État par certains éléments de la société civile qui se voyaient déjà Premier ministre de transition. Tout ça
le peuple va savoir et on ne va rien laisser. Tous ces gens qui sont dedans vont être convoqués, passer devant la justice. On ne veut plus que quelques personnes, même le président notable, pour l'ambition personne, manipule et se cache derrière. Je viens de donner l'ordre au gouverneur de Bokeh d'arrêter un président syndicaliste qui va dans les choses pour mettre pagaille à la zone minière, de l'arrêter, de l'amener pour trouver la publicité. Maintenant, je n'accepterai plus que des gens quittent pour aller faire la pagaille. Tout le monde sait que la zone minière est très importante pour la Guinée et que c'est le poumon de l'économie. Comment quelques personnes excitées vont aller là-bas? Tout ça, c'est fini. J'ai été assez gentil maintenant. C'est pourquoi j'ai changé le procureur général hier, parce que le procureur général n'était pas à la hauteur. Parce que le procureur général doit être là pour poursuivre tous les gens qui violent la loi. Hein? Désormais, la justice va faire son travail. Et j'ai prévenu. Je ne serai pas droit de grâce. Si quelqu'un est condamné, il fera la prison. Il ne faut pas compter sur moi venir me voir pour droit de grâce, parce que c'est ton copain. Non, ça c'est sûr que je vous dis aussi, messieurs les députés. Il faut que vous soyez clairs, ce n'est pas la peine de venir me dire. Hein. Et puis, personne n'est au-dessus de la loi. Vous avez crié parce qu'on a appris vos copains, mais s'ils ont fait des déclarations qui veulent dire, on doit les mettre en prison. Ce n'est pas parce qu'ils sont RPG ou même de la mouvance. Personne n'est au-dessus de la loi. Si tu es de la mouvance, tu violes la loi ou tu tiens des propos excitant la haine, tu dois faire la prison comme n'importe qui. Je vous encourage et nous aurons des rencontres, des discussions pour connaître des difficultés que vous avez dans votre travail, afin qu'avec la nouvelle équipe qui va venir, vous puissiez améliorer votre travail. Surtout qu'on voit les structures. Est-ce qu'il ne faut pas modifier la nomination des DAF? Est-ce qu'ils doivent être nommés par arrêté ou par décret? Est-ce qu'ils doivent être au même niveau que les chefs de division, etc. Et en étant au même niveau que les gens qui commandent? Toutes ces questions, on va les revoir pour trouver une solution. Mais en vous écoutant, avant d'écouter le ministre, je vais d'abord vous écouter. Vous allez dire exactement qu'est-ce que vous avez comme difficulté dans votre travail et comment vous voyez l'amélioration. Ce n'est pas dire que ce que vous dites c'est le Coran ou la Bible, mais au moins j'entendrai qu'on pouvoir comment améliorer le fonctionnement afin que les données de l'État soient bien gérées. Il en est de même, monsieur le ministre du budget, pour les gens qui sont chargés de récolter les recettes. Et là aussi, il faut beaucoup de changements. Vous ne pouvez pas envoyer les gens des impôts où il y a déjà beaucoup de problèmes pour aller dire de redresser. Mais comment ils peuvent redresser? Quand eux-mêmes doivent être redressés. La gestion est 10 fois meilleure qu'avant que je n'arrive. Les gens qui parlent de corruption, si on passe leur gestion en vue, mais c'est inimaginable, peut-être parce que vous êtes jeune, vous n'avez pas connu. Alors, depuis longtemps, je dis que le crachat d'un crapaud ne peut pas tacher la blancheur d'une colombe. Ils peuvent crier ça demain, mais les plus corrompus, c'est eux. Je ne vais pas enlever des gens parce que ça leur plaît, mais toute personne désormais qui ira contre la loi contre la corruption, c'est la sanctionner. Des dessous de table, en passant par la fraude, l'extorsion, le favoritisme, le pot de vin, le trafic d'influence, jusqu'au détournement, les participants ont eu toutes les informations liées à la corruption et ses conséquences sur le développement économique de la Guinée.